de Jonquière, M. Denis Trottier de la circonscription de Roberval, M. Jean-Marie Claveau de la circonscription de Dubuc, M. Stéphane Dubard, M. Bédard, donc de la circonscription de Saint-Denis, et M. Alexandre Cloutier de la circonscription de Lac-Saint-Jean. Alors, sans plus tarder, M. Jean-Marie Claveau. Alors, merci. Alors, messieurs, dames, bienvenue. Bienvenue dans le Dubuc. Sûrement, Denis, à la première partie qu'on a fait à la plateforme régionale le 10 mars, a souligné qu'il avait le plus beau comté du Québec, mais il n'était pas venu encore à la belle parce qu'il connaît bien. Alors, bienvenue dans le plus beau comté du Québec et du Dubuc, après le comté de Roberval, ou bien égal à le comté de Roberval. Égal. Différent, on se complète. Alors, c'est une belle occasion ce matin de vous présenter la deuxième partie de la plateforme régionale. Alors, le 10 mars dernier, pour ceux qui n'étaient pas présents, je pense qu'on vous a distribué quand même les engagements de notre plateforme régionale qu'on a présenté le 10 mars à Roberval. Alors, aujourd'hui, c'est la deuxième partie qu'on présente les engagements de l'équipe. Et je tiens à dire de l'équipe parce qu'on fait partie de l'équipe, les 5 candidats du Parti québécois au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et une belle définition d'équipe, c'est les gens qui travaillent ensemble. Tous ensemble, on cumule plusieurs années d'expérience. Des expériences différentes qui sont complémentaires et qui portent fruit. On l'a vu dans différents dossiers. Alors, vous savez, lorsque différents dossiers arrivent en régional, alors, on est comme dans une famille et régulièrement, peu importe qui prend la parole, on se parlait de mariage juif, on va danser tantôt. Peut-être, Denis, tu voulais taper sur le verre pour faire applaudir. Ah non, c'est parce que je pensais qu'à l'idée qu'il y a 97 pays dans le monde qui sont plus petits que le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je pense que c'est quand même toute une richesse qu'on a. Quand Jean-Marie disait que c'était beau chez nous, beau ici, c'est un pays dans le pays qu'on a. Effectivement. Alors, pour vous ramener l'équipe avec notre expérience, enracinée dans notre milieu, et chaque fois que ce soit un député qui prend la parole ou qui a à défendre, que ce soit dans le caucus ou que ce soit au gouvernement, des dossiers régionaux, les gens de notre équipe n'ont pas besoin nécessairement de se contacter, mais on sait déjà de quoi qu'on parle pour l'ensemble et puis on représente toujours notre région de Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est important parce que ce matin aussi, ce que je voulais vous faire prendre conscience, c'est vous regarder l'équipe de nos adversaires. Quand on pense au Parti libéral du Québec, en gros, on ne peut pas parler d'équipe. Parce que est-ce qu'on entend parler des 5 candidats d'une même voix? Non. Est-ce qu'on vous a présenté une plateforme régionale? Non. Parce qu'on réagit au sujet du moment. On réagit au dossier du moment qu'on leur présente suite à des questions, ce qui fait que ces gens-là ne se sont pas concertés et on y va selon le dossier qui se présente. Alors, c'est différent. C'est pour ça que ce matin, on vous présente la deuxième partie de notre plateforme régionale. Et ce qui est important, puis je pense dans un premier temps, je vais donner la parole tout à l'heure à Stéphane, qui devra vous entretenir là, un petit rappel sur l'intégrité et la corruption qui existait au Centre du Québec. Et le maître d'œuvre, parce que j'ai participé à cette commission parlementaire avec Stéphane qui a mené ça d'une main de maître, la loi 1 sur... c'était la loi 1, hein, c'était ça, la première loi contre la corruption. Et je pense que j'aimerais ça, Stéphane, que ce matin, tu nous en entretiennes un petit peu là-dessus. Merci, mon ami Jean-Marie. Je vais effectivement parler, vous dire, je vais saluer mon beau-père et ma belle-mère. Ma femme vient de la ville, donc il n'y a pas d'hasard. Et saluer le propriétaire que je ne vois pas, Marcel Bouchard, ici, en l'auberge de 21. C'est un lieu emblématique pour la région. Évidemment pour la ville, mais je pense pour toute la région. Mais c'est pour ça que je suis pas le président du Conseil du Trésor, je vais le faire chanter avec ta belle-mère. Exactement. Donc, très heureux d'être ici avec Jean-Marie. Oui, pour vous présenter encore une fois l'équipe.
On a parlé beaucoup d'économie quand on était à Roberval, dans le beau comté Roberval avec Denis, où on a fait état de notre plateforme au niveau de la forêt, au niveau de nos engagements de nature économique et liés à l'éducation, donc principalement. Mais c'est important pour nous de présenter une équipe. Parce que les dossiers, au-delà de la limite de nos comtés, ce qu'on a, c'est une réalité qui est commune. Les dossiers régionaux, ils avancent quand on décide de façon commune de travailler ensemble pour faire en sorte qu'ils aboutissent. Et il ne faut pas s'opposer, il faut s'assurer que nos priorités régionales sont entendues. Et c'est ce qu'on a réalisé dans les dernières années. Et c'est pour ça qu'on tient toujours à faire, on est seul à avoir effectivement une plateforme régionale, parce qu'on pense que l'action, elle est régionale. Oui, par comté, on a chacun nos engagements, et je pense que l'action commune est plus forte encore. Et ce que nous portons, c'est cette équipe-là qui a livré des résultats pour la région, dans un contexte où on a eu à ramasser quelques pots cassés, dont me faisait peur Jean-Marie, entre autres au niveau de l'intégrité. J'ai eu à amener effectivement la loi 1 sur les contrats publics. Pourquoi? Parce qu'au Québec, c'était le plus fort. On était dans des circonstances où la corruption était rendue à un tel niveau que des plus hauts échelons jusqu'aux employés syndiqués, tout le monde avait sa cote au Québec. C'est un problème. On a vu ce qui s'est passé à Montréal. Les députés libéraux de l'époque n'ont pas simplement refusé de voter 11 fois contre une commission d'enquête publique indépendante sur la construction. Ils ont refusé d'agir concrètement pour faire en sorte que l'intégrité soit une priorité pour les gens. Ils ont laissé faire ce il n'y a pas si longtemps, là, le scandale des garderies libérales, où on a livré des permis de garderie en échange de financement de partis politiques, où on a baissé les normes éthiques à 3 reprises, où on laissait des maires en poste parce qu'ils étaient trop payants pour le Parti libéral. Et ça, Thomas Mulcair l'a bien rappelé. Pourquoi on n'inquiétait pas le maire de Laval à l'époque, l'ancien maire de Laval? Parce qu'il était trop utile lors d'une élection. Donc, ces règles-là, elles n'existent plus. Pourquoi? Parce qu'on a décidé d'agir. On a décidé d'adopter la loi 1 sur l'intégrité en matière de contrat public. On a adopté la loi sur le financement des partis politiques qui a ramené à 100 $, qui a fait en sorte qu'on ne peut plus associer du financement avec des permis ou des contrats publics. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a, et c'est Sylvain qui a parrainé la loi, qui fait cette loi, les citoyens peuvent maintenant demander la suspension d'un maire qui est face à des accusations de corruption, de collusion ou des accusations liées à sa fonction. Ça n'existait pas avant. Et aujourd'hui, ce matin, Mme Marois est à Drummondville pour annoncer que nous allons mettre de l'avant la loi sur les dénonciateurs, pour protéger les dénonciateurs dans la fonction publique, pour s'assurer que ce qu'on a vu sur le régime libéral, ça n'existe plus. Ça n'existera plus. Et ça va prendre un gouvernement du Parti québécois pour réaliser ces engagements qui sont importants. Donc oui, un vote pour le PQ, c'est un vote pour la Charte, mais un vote pour le PQ, c'est un vote pour l'intégrité. Et c'est vrai aussi ici dans la région. Nos entreprises de la région ont été victimes de cette collusion-corruption. On parlait à nos entrepreneurs qui se sont essayés sur les chantiers de Montréal, là, ils en ont payé un prix très lourd. Et nous devons revenir avec des mesures aussi costaudes qu'on a adoptées dans la dernière année. Le gouvernement du Parti québécois, c'est aussi un gouvernement qui croit aux régions. Il n'y a pas de campagne régionale en soi sur des engagements précis au niveau libéral. Ce qu'on a, nous, fait depuis le début de la campagne, c'est livrer des engagements, mais en même temps poser des actions dans les 18 derniers mois. Un des beaux exemples qu'on a, c'est, on en a deux d'ailleurs, c'est la présence accrue de la fonction publique ici en région. Comment on le fait? Le centre d'expertise au niveau informatique qu'on a créé littéralement pour faire en sorte qu'il y ait une trentaine d'employés ici à Rimouski. C'est la première étape pour le développement de centres d'expertise. On va utiliser des technologies pour créer plus d'emplois dans nos régions. Même chose, Sylvain Monde a annoncé au niveau du ministère du Revenu. Une construction, oui, mais surtout qui va mener à l'embauche de plus de 70 employés additionnels pour le ministère du Revenu, qui vont avoir un mandat national, mais qui vont travailler à partir de la région. Et je compte, je sais que Jean-Marie a beaucoup d'espoir pour que l'AB puisse obtenir sa part d'emploi public. On va travailler ensemble pour faire avec l'appui des serres. Avec l'appui de tout le monde. On va s'assurer effectivement qu'il y ait des retombées pour chacun des comtés. Et l'embauche dans le domaine des technologies nous permettra que la région puisse enfin accroître le nombre de fonctionnaires ici en région. Mais une région aussi, c'est beaucoup de l'agriculture. C'est un enjeu qui est important pour nous. Puis je laisserai la parole à mon ami Denis. Et bien que l'agriculture soit dans toutes les régions, il y a une réalité. On parlait d'intégrité avant de passer les micros à Denis. Juste un petit rappel pour ceux qui ont suivi les périodes de questions à l'Assemblée nationale.
le candidat libéral Nangeville, pour la mise en place de la commission Charbonneau, à 10 reprises, il a voté contre La tenue de la la tenue de la commission parlementaire. d'enquête. C'est ça. D'accord. Juste un petit rappel. Dans le journal. Il aurait voté 11 fois, mais il y a une fois qu'il n'était pas là. Excuse-moi. Excuse-moi. Il est dans mon chapeau. Excuse-moi. Eh bien, bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de parler d'agriculture, notamment parce que je suis membre de la commission, j'étais membre de la commission sur l'agriculture. J'ai siégé sur plusieurs projets de loi à caractère agricole. Mon comté et la région sont quand même très importantes là, par rapport à l'agriculture du Québec. Je vais terminer aussi en parlant de la sport Moussoine pour vous dire qu'est-ce qu'on va faire avec cette situation qui perdure depuis 33 ans maintenant. Bon, au niveau de l'agriculture, c'est que j'ai siégé notamment sur le projet de loi sur l'accaparement des terres face aux étrangers. Je peux vous dire que les libéraux étaient d'accord en autant qu'il n'y avait aucune norme. C'est qu'il aurait voulu avoir juste le titre avec rien dedans. Nous, on a dit que ça n'a pas de bon sens, il faut qu'on fasse quelque chose avec ça. Puis on a mis un projet de loi qui va limiter considérablement l'achat des terres par des étrangers. Il y a aussi encore des inquiétudes présentement par rapport à la spéculation qu'il pourrait avoir. On va amener des mesures dans les prochaines semaines, sinon les prochains mois, pour encadrer tout ça, pour éviter la spéculation, parce que il faut absolument qu'on maintienne le type d'agriculture qu'on a. Il y a de la place à la diversité, mais il faut qu'on évite les problèmes comme la spéculation qui pourrait en découler. Également aussi, sur la question de la relève agricole, vous savez que la semaine dernière, il y a eu un colloque dans la région là-dessus. Je pense qu'il faut non seulement soutenir la relève agricole, mais il faut valoriser le monde agricole, parce que c'est un métier qui n'est pas facile. 7 jours par semaine, 365 jours par année, il faut vraiment valoriser ça. Puis en fin de semaine, dans ma tournée, je faisais le tour de certain nombre d'agriculteurs, puis je demandais, c'est quoi les mesures qui peuvent favoriser la relève agricole? Puis ce qu'on me dit, c'est que des fois, c'est pas des grosses mesures. Puis un exemple de ça, l'agriculteur me disait que sa jeune fille, qui a à peu près une douzaine d'années, participe à un concours de la relève dans lequel ils s'occupent de leurs animaux eux-mêmes. Puis que ça, si nous autres, on soutient ça, ce genre d'éléments-là, qu'on commence dès le bas âge à intéresser et à valoriser les jeunes, il va en avoir une relève. C'est pas toujours juste des mesures financières. C'est que oui, il y en a, on en a dans notre programme, mais souvent, c'est des petites mesures là, dès le bas âge qui permettent de valoriser le monde agricole. Également aussi, c'est que nous autres, on veut développer la transformation des produits, l'utilisation des produits régionaux en agriculture. Ça s'inscrit dans une politique plus large de souveraineté alimentaire qui vise à faire en sorte que les Québécois et les Québécoises mangent davantage de produits québécois. Puis je peux vous dire que déjà, ça a commencé à faire des petits, parce que le fait qu'on ait une politique de souveraineté alimentaire, le fait qu'on ait des tarifs aussi pour les serres, pour diminuer le coût d'énergie, fait en sorte qu'il y a un gros projet qui a été annoncé dans mon comté il y a quelques semaines, le projet des serres Toundra, 100 millions pour produire des légumes dans mon comté, 400 emplois éventuellement. Ça veut dire que ça a commencé, je dirais, à faire des petits ou à faire des fruits, appelez ça comme vous voulez. Bon. Également aussi, excusez-moi, c'est que là, il faut qu'on continue de soutenir la question de l'agriculture nordique. On a des désavantages du fait qu'on est loin, mais on a aussi des avantages du fait qu'on soit loin au niveau des maladies. Et on peut développer aussi des créneaux qui nous sont propres parce que semble-t-il que nos petits fruits sont meilleurs, qu'ils ont des caractéristiques qui sont meilleures qu'ailleurs. Il faut développer ça. Un peu comme les appellations contrôlées qui existent là, en France. C'est que dépendant des régions, il y a des produits qui peuvent avoir une valeur ajoutée. Ça, c'est quelque chose qui peut être très intéressant. On a collaboré à la mise en place d'un fonds de recherche agroalimentaire sur l'agriculture nordique en 2013. On va continuer dans ce sens-là. Je suis persuadé qu'il y a un avenir, mais ça, c'est comme dans le monde forestier, il faut y voir. Bon, également aussi, c'est qu'on va étendre des mesures d'application par rapport aux travaux d'irrigation pour les producteurs de petits fruits nordiques, notamment le bleuet.
c'est que des gens qui veulent qu'on soutienne l'irrigation, l'arrosage, entre autres, pour être capable de faire en sorte que les petits fruits soient protégés. Vous savez, quand des fois il y a un gel là, qui peut être de 2-3 degrés, ça, on peut éviter ça. C'est sûr que s'il y a un gel à moins 10, il n'y a rien à faire, mais on pense que c'est possible d'éviter des gels qui permettraient de sauver des récoltes. L'année passée, vous avez vu, là, on a perdu beaucoup de récoltes, donc on pense que par cette mesure-là, ça pourrait être assez intéressant. Également aussi sur la question du fromage, vous savez qu'il y a des inquiétudes par rapport aux fromageries, l'accord de libre-échange. M. Gendron est venu la semaine dernière dans mon comté, pour le tour, rencontrer différentes personnes, et il a réaffirmé qu'il n'est pas question qu'on signe l'accord de libre-échange s'il n'y a pas du soutien, des mesures adéquates qui vont faire en sorte qu'il y ait des compensations justes, équitables, et aussi qui vont aider au développement de nos fromageries. C'est qu'on ne signera pas l'accord s'il n'y a pas ces engagements-là. Enfin, je vous dirais que sur la question de la Swap-Moussoine, un dossier qui est dans le décor depuis bientôt 30 quelques années, nous, ce qu'on va mettre de l'avant, c'est un projet pilote pour la mise en valeur des aires protégées. C'est que là, un projet pilote qui va mettre en valeur le réseau des rivières du patrimoine du Québec. Ça fait un bout de temps qu'on parle de ça, on est rendu là. Nous autres, notre objectif, c'est de faire en sorte que la protection d'un territoire égale emploi. Vous le savez, dans la région, depuis un bout de temps, chaque fois qu'on entend parler d'air protégé, ça égale fauvage dans le sens qu'on soustrait des possibilités forestières. Là, ce qu'on dit, c'est que ça prend un programme de mise en valeur du réseau des rivières du patrimoine et la rivière Moussoine, qui est dans le décor depuis pas mal longtemps, sera le premier projet qu'on va mettre de l'avant. Et je suis très heureux de ça. Je suis certain qu'on va faire, on pourrait dire, quelque chose qui va faire boule de neige éventuellement, ce qui va rallier beaucoup de gens. Quelles seront les orientations? On va s'asseoir avec les intervenants, Mastouillac, les MRC, on va travailler avec les gens du milieu. Il y a Mastouillac qui veulent que ce soit un parc inou, c'est possible, c'est une belle idée parce que ça peut attirer du tourisme. Je pense que ça peut être excellent à ce niveau-là. Puis, on va s'asseoir avec les intervenants pour voir quelles sont les meilleures façons d'utiliser l'argent qui va être mis à contribution dans ce projet pilote-là de mise en valeur des rivières du patrimoine. Et je passe la parole pour le tourisme. Ah, excusez, assez bon. Okay, puis Alexandre reviendra tout à l'heure sur le tourisme. Alors, bonjour à tous et à tous. Ça fait vraiment plaisir d'être ici également à la baie. Pour vous parler essentiellement d'infrastructure, donc dans cette deuxième conférence de presse sur les engagements régionaux de notre équipe, infrastructure municipale et infrastructure routière, vous serez compris de ça. Mais c'est des engagements très importants parce que quand on parle d'occupation du territoire, il faut d'abord agir sur la qualité de vie. Agir sur la qualité de vie, ça veut dire que ça prend des infrastructures en santé publique, ça prend des infrastructures adéquates sur l'eau, par exemple, et ça prend également des infrastructures de transport parce que la mobilité des personnes en matière d'occupation du territoire, c'est indispensable si on veut vraiment bien occuper le territoire. Considérant qu'on a un grand territoire au Saguenay-Lac-Saint-Jean, considérant qu'on a aussi de grandes circonscriptions, je pense à Roberval, à Lac-Saint-Jean, à Dubuque en particulier, je pense que c'est important d'agir à cet égard-là. Donc, nous nous engageons comme parti politique dans un prochain gouvernement majoritaire du Parti québécois à compléter le réseau d'infrastructures municipales en assainissement des eaux usées et en infrastructure d'eau potable également, essentiellement pour les petites municipalités, soutenir les petites municipalités. Moi, je peux vous dire que, comme ministre des Affaires municipales, là, les interventions les plus régulières que j'ai de la part de mes collègues, particulièrement Jean-Marie, Alexandre et Denis, c'est le soutien aux petites municipalités. Parce que les grandes municipalités ont une assiette fiscale, une assiette foncière beaucoup plus élaborée, forcément, mais une économie d'échelle à cause de ça. Mais si je pense aux petites municipalités comme Sainte-Rose-du-Nord, par exemple, Jean-Marie m'en a parlé souvent, Rivière-Éternité, la maire Gagné m'en a parlé également. Aussi, je ne veux pas faire le tour des municipalités, je viens de Gênes, parce qu'on fait la litanie des petites municipalités du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais c'est comme ça à travers le Québec. Et nous, on est déjà à l'ouvrage, qu'on veut le compléter dans un prochain gouvernement, mais pour ça, ça nous prend le gouvernement du Parti québécois, avoir un programme adapté pour les petites
petites municipalités de 2000 habitants et moins, autant au niveau de l'eau potable, l'accès à l'eau potable, que du traitement des eaux usées. Alors, ça peut être, par exemple, sous la forme de regrouper quelques maisons dans un rang ou dans une municipalité pour avoir des fosses septiques communes et que ça soit admissible à la taxe sur l'essence, la taxe d'assise sur l'essence ou au programme Chantier Canada. Alors ça, c'est très, très, très important, c'est très concret comme mesure et c'est un engagement de notre formation politique et ça nous permet d'occuper le territoire correctement, sainement, avec des infrastructures de qualité, si on veut que les jeunes familles continuent de s'établir dans les petites communautés, dans les petites municipalités, et que, si on veut maintenir également ces petites communautés vivantes. Deuxième élément, c'est les infrastructures routières. Vous savez, depuis qu'on est arrivé au gouvernement, moi j'ai mis au sommet de nos priorités la sécurité, ensuite le contrôle des coûts sur les infrastructures routières. Je veux juste vous rappeler que sous l'ancien gouvernement, selon le rapport SECAR-KPMG qu'on a commandé dès qu'on est arrivé au gouvernement, les dépassements de coûts chez les libéraux en matière d'infrastructure de transport est en moyenne de pour limiter ces extras. Et ça a donné des résultats parce que juste en 8 mois, là, les derniers estimés qu'on a, disons, de janvier à octobre 2013, on estime les économies à 204 au niveau municipal, les sommes sont restées les mêmes. Écoutez, ça fait plus de 20 ans que les sommes n'ont pas bougé, alors que vous savez que pourtant les prix, eux, ont augmenté, que les problèmes vont augmenter. Alors, il faut travailler, on est déjà à l'ouvrage là-dessus, pour augmenter les sommes en voirie locale. Ça veut dire permettre plus d'infrastructures, plus d'asphaltage dans les rangs. On sait que dans une région comme la nôtre, c'est très, très important. Alors ça, c'est des engagements qu'on prend comme équipe régionale. Maintenant, je passe la parole à Alexandre Mitry. Juste un petit mot en passant. Juste un petit mot, donc, pour compléter, on était dans le sujet de Sylvain. Sylvain qui est assez modeste, par l'expérience, Denis peut vous le confirmer, puis moi. Du côté municipal, quand il parlait d'assainissement des eaux dans une petite municipalité avec la possibilité des fosses septiques qui seraient éligibles au niveau des programmes, c'était demandé à maintes reprises par le passé. Et c'est la première fois qu'on avait un gouvernement qui écoutait. Bonjour à vous tous. Évidemment, j'ai la même fierté d'être ici dans le comté du Duc, un comté qui est effectivement magnifique, particulièrement quand on se retrouve en haut de la côte et qu'on a une vue plongeante sur la baie. C'est vraiment un paysage fantastique. Mais je vous avoue que ce matin, quand même, que quand dans cette belle vue avec le soleil qu'on avait un peu plus tôt aujourd'hui, d'avoir vu M. Simard sur un poteau, ça m'a quand même rappelé une ère que je ne souhaite certainement pas retourner. Une ère où le climat à l'Assemblée nationale était désagréable. Une ère où j'ai vu mes collègues, particulièrement mon collègue de Chicoutimi, Stéphane Bédard, se lever jour après jour à l'Assemblée nationale pour poser des questions difficiles liées à la collusion, à la corruption. J'ai vu Serge Simard se lever à multiples reprises pour voter contre la commission Charbonneau, commission qui est en cours présentement, commission qui rendra son rapport. Et les gens de Dubuc auront à décider entre Serge Simard ou le Parti québécois ou mon ami Jean-Marie Claveau pour donner suite aux commissions du rapport Charbonneau. Et bien évidemment, entre ceux qui se sont opposés puis ceux qui ont tout fait pour que la commission débute ses travaux, bien, le Parti québécois, évidemment, prend l'engagement de donner suite aux conclusions qui seront présentées, on l'espère, dans la prochaine année. Maintenant, mes collègues ont été très clairs sur le plan de l'agriculture. Vous savez qu'il y a eu de la spéculation qui s'est faite sur les terres agricoles. Pour nous, au Parti québécois, c'est clair que les terres agricoles doivent appartenir aux agriculteurs, doivent appartenir aux familles, doivent appartenir à ceux et celles qui habitent le territoire, et non pas à des grandes institutions financières, à des banquiers ou à des groupes qui, leur fin essentiellement, c'est de diversifier leur portefeuille et non pas de nourrir la population puis d'habiter le territoire. Alors, on a pris un engagement clair qui est celle de venir baliser en collaboration avec les agriculteurs, en collaboration avec l'UPA. Il y en a des solutions qu'on peut amener. Mais ce qui est certain, c'est que c'est pas vrai qu'on va laisser les terres agricoles, particulièrement les plus belles terres au Saguenay-Lac-Saint-Jean,
à des fins purement spéculatives. Denis a pris un engagement très clair tout à l'heure pour ce qui est de nos fromagers. Le Parti québécois a été très, très clair. Il n'y aura pas de ratification de l'accord avec l'Union européenne tant et aussi longtemps que nous n'aurons pas la confirmation du dédommagement pour nos artisans fromagers. C'est vrai au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais évidemment, c'est vrai aussi pour l'ensemble du territoire au Québec. Je termine en vous parlant du parc de la Pointe-Taillon, qui s'inscrit dans une dynamique d'occupation du territoire, mais aussi pour accroître le nombre de touristes qui viennent dans notre belle région. Le parc de la Pointe-Taillon, comme vous le savez, existe déjà, mais il y a un projet d'envergure qui souhaite faire du parc pour y inclure les îles qui se situent sur le lac Saint-Jean pour accroître le nombre d'espaces, pour accroître l'accessibilité à des plages. C'est un projet qui chemine bien, mais sur lequel il y a un engagement de l'équipe du Parti québécois régional pour mener à terme ce projet qui va faire en sorte qu'il y aura davantage de gens de l'extérieur qui vont venir dans notre belle région, qui vont venir dépenser chez nous, créer de l'activité économique. Et c'est un projet qu'on espère voir sa réalisation le plus rapidement possible. Alors, pour clore, je vais vous parler un peu du pilier solidarité, qui est un engagement aussi régional, un engagement du Parti. On sait que le Parti québécois s'est élevé comme un pionnier dans la politique sociale pour tous les Québécois. Un soutien effectif à toutes les étapes de la vie, et c'est important. Lors de la première partie, on a parlé beaucoup de prospérité et des projets de développement économique pour la région que le caucus soutiendrait. Mais cependant, également, toute la partie socio-communautaire qui est importante. Et dans la région, les organismes qui sont essentiels, qui sont à la base, par leur expérience, de leur expertise, la diversité, c'est des piliers pour le Québec, piliers pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, le Parti québécois, national puis régional, on va les supporter. Qu'on pense au centre de la petite enfance. Les nouvelles places, il y a eu 15 000 places nouvelles qui avaient été annoncées au Québec par Nicole Léger. On veut se rendre jusqu'à 28 000 places. Alors, c'est certain qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a eu un certain nombre de places, mais les gens, les municipalités en demandent pour que les corporations, les centres de petite enfance puissent desservir encore plus de population. Le caucus régional va en faire une priorité et s'assurer qu'on ait suffisamment de place pour l'ensemble du territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Un autre volet, soutenir le financement des organismes communautaires. Vous avez vu, l'ancien gouvernement avait arrêté de soutenir les organismes communautaires pour assurer une plus grande desserte de services. Et ça fait plusieurs années que ces organismes n'avaient pas vu de sommes nouvelles. Juste par exemple, prenez le service budgétaire à la BIC, où Agnès Martin, là encore la semaine dernière, l'a soutenu. Le financement, depuis 10 ans qu'ils attendaient un financement permanent. Alors, ça a été assuré, c'est essentiel, ces organismes qui aident les plus démunis de notre société. Soutenir les proches aidants, puis accroître les soins à domicile, si vous avez entendu, avec l'assurance autonomie de Régent Hébert. Tout l'aide qu'on veut apporter, puis le support. Et puis, une petite recherche, en discutant avec Denis, entre autres, au sujet d'organismes déjà essentiels dans la région, puis les services qu'ils donnaient, penser aux coops de maintien à domicile. Comment c'est important. Régulièrement, dans nos bureaux de comté, on reçoit des gens, des personnes âgées, des aînés, de leur famille, qui sont préoccupés parce que leurs parents sont seuls à la maison, qui n'ont pas suffisamment de services. Et la venue de ces responsables de services d'aide à domicile, on en a à Ibanel, on en a à Héberville, à Saint-Félicien, centre à Jonquière, et puis également ici le centre des aides familiales de la baie. Alors, qui donne l'entretien ménager, les grands ménages, préparation de repas, du toilettage avec les services des CLSC. Alors, on va accentuer encore pour permettre aux gens de demeurer plus longtemps à leur domicile. C'est certain qu'on va continuer de supporter ces organismes. On va garder quand même un certain leadership en matière de saines habitudes de vie. On a vu les défis Pierre Lavoie, ça vient de la région. Persévérance scolaire. Il y a un engagement ferme de la région. Vous savez, on est les leaders là-dedans au niveau national, au niveau du Québec. Et on va garder ce leadership. Il y a un engagement qui est fait de ce côté-ci avec l'équipe et on va poursuivre dans le même sens. Je pense que ça fait de... Merci, Romain.
Merci bien. Nous sommes maintenant à la période de questions pour nos médias. On peut commencer par Trottier, s'il vous plaît. Oui. M. Trottier, vous avez parlé de la Chouan, le Conseil régional d'environnement qui disait que mais ça va faire le statut temporaire depuis 2004 prolongé jusqu'en 2017. Vous répondez par un projet pilote. Pourquoi vous ne dites pas que vous prenez l'engagement d'accorder un statut permanent ou non? C'est ça qui va se passer. C'est en plein ça. C'est que là, c'est suite au fait. Ça fait depuis 1980 là, qu'il y a qu'on attend. Et là, nous, ce qu'on veut, c'est justement, c'est de prendre la décision finale en disant, c'est terminé, là, on va avoir un vrai projet de mise en valeur de la rivière Ashwaubenon avec un statut permanent de protection, mais surtout de mise en valeur. Parce que la protection, c'est bien le fun, là, mais ça ne crée pas beaucoup de jobs. Si tu mets une cloche à fromage par-dessus un territoire, ça peut être bien, mais ça n'a pas beaucoup de retombées. Là, ce qu'on dit, puis on s'est entendu avec le ministère de l'Environnement, puis c'est de valeur, j'aurais aimé ça pouvoir l'annoncer avant la campagne électorale, mais il reste encore quelques éléments attachés. Mais ce qu'on dit, c'est que non seulement on va donner un statut, mais il y aura une enveloppe dédiée à la mise en valeur qui va faire en sorte qu'on va pouvoir expliquer aux gens pourquoi est-ce qu'on a protégé cette rivière-là. C'est quoi toute l'histoire amérindienne qui est là-dedans? Parce qu'il faut être conscient là, que s'il y a eu un statut de réserve aquatique, puis toutes sortes d'éléments qui ont été mis de l'avant de ce genre-là, c'est parce qu'au niveau des Wananiche, au niveau de l'histoire, au niveau du paysage, on pourrait dire que c'est un formidable potentiel. Là, ce qu'on dit, c'est que c'est terminé la tergiversation. On protège et on met en valeur, on va créer des emplois avec ça pour que ça devienne un élément de plus pour attirer les touristes au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis je pense que ça va être le premier projet qui va être relié au réseau de Rivières du patrimoine du Québec. Puis je peux vous dire que j'ai eu des appuis de toutes sortes de monde là-dedans dans les dernières années, dans les derniers mois. Le Conseil régional en est un, mais il y en a d'autres aussi. On peut tasser pour M. Godreau. Je vais tasser. On va laisser faire ça aux candidats des autres partis. M. Godreau, qu'est-ce que vous vous engagez à faire exactement en direction Est sur l'autoroute 70? Puis là, je vois que vous n'avez pas tellement parlé au cours d'un prochain mandat. À la fin d'un mandat, supposons 5 ans, supposons des élections fixes éventuellement? L'engagement, c'est de poursuivre le développement de l'autoroute 70 jusqu'à l'année d'ici 2017. Alors, c'est de s'assurer que si on roule sur cette portion d'autoroute, vous savez que ça termine à la hauteur de, je dirais, de la Fourrière, quand on quitte Chicoutimi. Alors là, il y a déjà, vous avez sûrement remarqué qu'il y a déjà du déboisement et tout là, qui se font. Alors, pour se rendre jusqu'à la ligne Bagotte à Bagotville en 2017. Et puis après ça, poursuivre éventuellement. Donc, je veux juste vous rappeler une chose. L'autoroute 70, là, moi, je suis un historien de formation. Là, alors, j'ai eu déjà, j'ai regardé tout ça. L'autoroute 70, c'est le seul moment où elle s'est vite des gouvernements du Parti québécois. Alors, c'est seulement à ces moments-là. Alors, on va continuer dans cette lignée. Puis, on y va morceau par morceau. Puis, on continue de faire les études et les plans pour la suite des choses. Mais elle va se poursuivre jusqu'en 2017. C'est l'échéancier qui avait été évoqué la dernière fois par le ministère des Transports que vous allez appliquer. On va l'appliquer et on va s'assurer qu'elle soit réalisée. Et puis, vous avez parlé de voirie locale. Oui. Vous avez beaucoup été critiqué par le maire Jean Tremblay là-dessus, justement. Vous pouvez dire vous-même que depuis 20 ans, les budgets de voirie locale n'ont pas bougé. Ben, écoutez, le budget du ministère des Transports pour la voirie locale, pour l'ensemble du Québec, est de 80 millions pour l'ensemble du Québec. Alors, je comprends les besoins de la ville de Saguenay, ils sont énormes, mais il y a des besoins partout à travers le Québec. Et je suis d'accord avec le maire de Saguenay pour dire que les sommes sont insuffisantes. Alors, nous, on travaille avec les municipalités.
Vous savez qu'on a malheureusement dû reporter la conclusion de l'entente Québec-Municipalité au mois de juin dernier, à la demande d'ailleurs de la Ville de Québec et de l'Union des municipalités du Québec, sur lequel siège Jean Tremblay, là, sur le conseil d'administration et même sur l'exécutif de l'UMQ. Et c'est l'UMQ elle-même qui nous a demandé de reporter les négociations de l'entente Québec-Municipalité, dans lequel il y avait des propositions d'augmenter la voirie locale. Alors, on va continuer de travailler dans ce sens-là. Moi, je trouve ça difficilement acceptable qu'il n'y ait pas eu aucune hausse dans ces budgets depuis 1993. Alors, il faut qu'on travaille ça correctement avec les municipalités pour y arriver. En attendant, on essaie de faire la meilleure répartition possible des sommes. Je veux juste vous dire là, qu'on a battu un record par rapport au gouvernement libéral, parce que juste pour la dernière année, sur le territoire de la ville de Saguenay, c'est autour de 550, 570 000 qui a été versé juste en voirie locale. Alors, c'est quand même une somme importante, plus d'autres sommes qu'on a également allouées du côté de Roberval, du côté de Lac-Saint-Jean également. Il ne faut pas oublier que c'est une vieille revendication, puis que les libéraux étaient là presque 10 ans, puis c'est rien passé. Mais il y a eu 2 budgets là, sous votre gouvernement où on n'a pas augmenté la voirie locale, on s'entend. C'est parce que ça passe par, ça, je vous dis, ça passe par l'entente Québec-Municipalité. Puis ça aurait été dans le budget si les municipalités avaient voulu accepter l'entente Québec-Municipalité qu'on a proposée au mois de juin l'année passée, mais c'est, comme je vous dis, à la demande de l'Union des municipalités du Québec, entre autres, et de la Ville de Québec, mais aussi parce qu'il y avait un contexte particulier. Je veux juste vous rappeler qu'au mois de juin l'année passée, on a mis la Ville de Laval sous tutelle, après la démission de 2 maires. Dans la semaine qui a suivi, le maire de Montréal, M. Applebaum, a été arrêté, 14 chefs d'accusation. Alors, le monde municipal était plutôt en turbulence. Donc, on a suspendu les négociations sur l'entente Québec-Municipalité. Mais c'est parce que c'est relié. Moi, ce que je vous dis, c'est que notre intention, c'est d'augmenter les budgets en voirie locale via l'entente Québec-Municipalité. Et j'invite le maire Jean Tremblay, comme membre du conseil d'administration et de l'exécutif de l'Union des municipalités du Québec, à poursuivre le travail avec son association municipale. Ça, j'y ai toujours dit, il n'y a pas de problème. Moi, mon objectif, c'est le même que lui. Là. Je veux que... Moi, je roule beaucoup à vélo, puis j'aime pas ça briser ma fourche de vélo quand je pogne un trou dans un... Alors, voilà. Une question pour vous, M. Potier, quand même, vous avez le micro de vous. J'ai l'impression qu'elle veut dire que ça va pas si bien que ça pour le Parti libéral. C'est pour ça que ça feuille un peu. Je suis inquiet pour eux. Dites-moi, concernant la fermeture du foyer de groupe à Roberval, vous disiez vendredi que vous vous engagez à rouvrir le dossier. Êtes-vous pour ou contre un moratoire sur un dossier? Là, la décision n'a pas été prise par moi. Je vous rappelle là, les conditions dans lesquelles ça s'inscrit. 1 million de dollars de moins pour l'ensemble des programmes qui venaient du fédéral. C'est que, d'autre part, il y a également aussi la communauté de Mastouiatch qui a décidé de reprendre en main ces jeunes, puis elle pense qu'il va y avoir moins de besoins. Je pense que c'est une bonne chose. L'objectif, c'est pas de remplir un foyer, c'est de faire en sorte qu'il y en ait de moins en moins. À partir du moment où il y avait moins de gens dans le foyer, je pense que c'est tout à fait normal que les gens puissent penser, rationaliser. Nous, ce qu'on nous assure, c'est que autant de la part de l'Agence de santé que de la part du Centre jeunesse, c'est que les services équivalents vont être offerts dans la région. Est-ce que ça enlève toute inquiétude? Non, c'est clair. Je pense que, compte tenu du fait que c'est les gens parmi les plus démunis, il faut rester aux aguets. Puis s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on va se rasseoir pour trouver une solution. Donc, vous êtes contre un peu le moratoire? Bien, écoutez, la décision a été prise. Là, ça fait que là, dire qu'il y a un moratoire quand la décision a été prise, bon, je pense que j'en prends acte. Puis je prends acte du fait que les gens qui ont pris cette décision-là nous assurent qu'il n'y aura pas de problème. Les gens au syndicat nous disent qu'ils risquent d'avoir des problèmes. Moi, ce que je dis, c'est que s'il y a un réel problème, à ce moment-là, on va se rasseoir et on va trouver des solutions. Là. Le Parti québécois, c'est pas le parti qui pense juste au mieux nanti. Là. Je peux vous dire que M. Couillard, là, c'est lui qui a signé l'entente avec les médecins. Je comprends qu'il faut améliorer le salaire des médecins, mais sincèrement, 1 milliard de plus de dollars en 2 ans, c'est beaucoup d'argent. Je pense qu'il aurait peut-être été mieux de penser aussi à d'autres besoins. Bravo peut-être sur cet enjeu-là aussi, parce que, on a parlé beaucoup du centre de service de la ville. Est-ce que vous, le centre de service, les centres jeunesse de la ville, est-ce que vous considérez effectivement que c'est un fait accompli et qu'il n'y a pas grand-chose à faire là-dessus? C'est clair, j'ai rencontré le dirigeant.
c'est une question de réorganisation administrative. Mais on m'a assuré que la clientèle serait aussi bien desservie. Mais moi, je peux vous garantir que je vais suivre le dossier. Et si le service n'est pas donné à la satisfaction de la clientèle et des intervenants, il y aura des décisions qui devront être prises pour assurer le même service. Et j'ai l'appui de mes collègues et des ministres en titre responsables concernant ce dossier. Puis je peux vous donner un exemple par expérience. J'ai dit qu'on cumule beaucoup d'expérience. Moi, j'ai vécu à Saint-Félix-d'Otis comme maire qu'une décision administrative, on arrêtait de vacciner les jeunes bébés à Saint-Félix. Question de réorganisation, puis on m'assurait qu'on donnerait le même service à la baie. Puis il y a un service augmenté. Eh bien, moi, à cette époque, j'ai suivi tout, c'est pas compliqué à suivre, il y avait 8 personnes qui avaient des bébés, et je les appelais tous les mois pour savoir quel service qui se donnait aux bébés auprès des parents. Et le service, c'est tellement compliqué lorsque je les ai suivis, puis c'était pas un service amélioré, loin de ça. Et après une année et demie, ils ont venu faire de la vaccination en milieu rural à Saint-Félix, à Fernand-Boileau, etc. Alors, c'est juste pour vous dire, il y a une garantie, je vais suivre le dossier, puis c'est certain. Et croyez-vous que les gens du Bas-Saguenay vont être mieux servis à partir de Chicoutimi qu'à partir de l'île, par exemple? Bien, gars, on m'a garanti qu'on allait prendre les moyens à l'intérieur de la réorganisation pour que le service ne soit pas diminué. On veut optimiser. Alors, mais je peux vous donner la garantie, je vais le suivre le dossier, puis s'il ne se donne pas, on va s'assurer qu'il se donne par la suite. Puis, dans pas longtemps. Voilà. Monsieur Trottier, la création d'un ministère sur la forêt, l'engagement de M. Couillard en fin de semaine, vous réagissez comment à cette promesse? D'abord, je vais vous donner un exemple. Admettons qu'il y aurait eu un ministère de la Forêt sous M. Charest, c'est que quand M. Charest disait à tout le monde qu'il n'y a pas d'avenir dans le monde forestier, il disait aux travailleurs forestiers d'aller travailler dans les mines, est-ce que vous croyez sincèrement que le ministre de la Forêt aurait levé la main et qu'il aurait dit « Hey, M. Charest, la forêt, c'est pas mal plus importante que vous pensez. Là. Vous allez retirer vos paroles, puis vous allez dire aux travailleurs forestiers qu'il y a de l'avenir. » C'est pas sérieux. C'est que là, parce que dans le fond, là, ce qu'ils nous offrent, là, c'est une potiche sur le bord du foyer. Bon. Parce que dans le fond, c'est que le plus important dans le monde forestier, c'est d'abord et avant tout d'y croire. Si tu n'y crois pas, le Parti libéral n'y a jamais cru, parce que la majeure partie de leurs députés, de leurs ministres viennent de Montréal, Outremont, Darcy McGee et compagnie, là, ils sont loin des multifonctionnels et compagnie. Là. Fait qu'ils n'y croyaient pas, ils ne connaissaient pas ça, ils n'y croyaient pas plus. Puis compte tenu du fait qu'ils n'ont pas de plan d'action, la seule affaire qu'ils ont été capables d'offrir, c'est ça, mais c'est vide. C'est vide. Tu sais, c'est que là, ça donne quoi d'avoir un ministre si tu n'y crois pas, puis si tu n'as pas de plan d'action? Nous autres, on a un plan d'action, nous autres, on y croit, puis il va se passer quelque chose, puis je peux vous garantir que si les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean veulent qu'il se passe quelque chose, d'une relance, pour qu'on bâtisse l'industrie forestière du 21e siècle, bien, il faut que vous ayez appuie le parti qui y croit et le député qui connaît ça le plus, puis qui a une passion par rapport au monde forestier. Il faut se démêler. Denis s'est gardé une petite gêne. N'oubliez pas le rendez-vous sur la forêt, organisé par Denis Trottier. Et les résultats, tous les intervenants à tous les niveaux du domaine forestier étaient satisfaits. Et le plan d'action qui a été mis en place et le suivi du sommet, c'est Denis Trottier. Et ça se poursuit, et c'est un gouvernement du Parti québécois. M. Couillard était assis autour de la table. Il n'y avait pas un mot à dire. Il a pu prendre des notes, mais c'est pas complet. Il a applaudi. Non, il a applaudi, il a même dit bravo. Il a dit bravo? Il dit qu'il veut doucement, pas fort, là, parce que là, il gardait une petite gêne, parce que le lendemain, ben, il fallait qu'il rechange d'idée. Parce que M. Couillard dit qu'il veut défendre bec et ongle chacun des emplois en forêt. Pourquoi il ne l'a pas fait avant? Il l'a pas fait avant. Il y a eu 9 ans pour le faire. Là, écoutez, M. Couillard, là, puis Serge Simard qui était là, il s'est perdu 30 000 emplois durant le temps qu'il était là. Le gars qui dit qu'il ne s'en perdra pas un, il n'a rien dit quand il s'en perdait 30 000. On peut-tu croire quelqu'un comme ça? Le seul job qu'il veut créer, c'est un job de ministre. Nous, ce qu'on veut, c'est travailler pour les travailleurs sylvicoles. C'est ça qui manque.
ne connaît pas cette réalité-là. Pouvez-vous juste répéter avec... La seule job qu'il veut créer au niveau de la forêt, c'est un poste de ministre. Alors que nous autres, on travaille pour les travailleurs sylvicoles, ceux qui sont en forêt, les travailleurs d'usine. C'est ça les réalités. Alors, à son poste de ministre, nous, on répond par des milliers de postes dans le domaine de la forêt et dans le domaine de la transformation. C'est ça la réalité forestière. Puis s'il y avait à agir, pourquoi ils ne l'ont pas fait pendant 9 ans, où 30 000 postes s'est perdu? Le pire bilan qu'on a vu du gouvernement libéral, c'est en matière de forêt. C'est la région qui y a coûté le plus, c'est la nôtre. Alors, quand je les entends nous annoncer un poste de ministre, quand on a perdu 30 000, bien, il en reste encore 29 999 à compenser. N'oubliez pas, Serge Simard, rappelez-vous, Jim Gray à Saint-David-de-Falardeau, l'importance au sein de la plus grande entreprise forestière du Québec de Résolu, l'importance par rapport à Falardeau, l'importance pour la papetière d'Alma et celle de Kenogami, c'est réglé le dossier. Puis sans, pour ceux, si vous voulez relire un petit peu votre historique, l'épisode de la fille à marier aussi, à Serge Simard. Il les fermait, les dossiers. Il réglait ça, on ferme le dossier, c'est terminé, il n'y a plus rien à faire. Il y a du Parti libéral, puis après ça, il créera un poste de ministre quand il aura fini ça, mais c'est déjà un défi qui est assez costaud. Vous venez de parler justement des problèmes éthiques. Est-ce que vous avez été surpris hier de voir que, oui, il y avait des députés au sein du caucus qui disaient, oui, des députés libéraux au sein du caucus qui disaient que ça prenait une commission avant même qu'ils se lèvent en chambre? Ben moi, j'aimerais savoir si M. Simard, il était de quel côté, lui. Est-ce qu'il était ceux qui étaient contre la tenue de l'enquête publique ou celui qui était pour? Parce qu'on les entendait pas beaucoup à l'Assemblée nationale. Là. Ils ont voté 11 fois contre la tenue d'une enquête publique. Actuellement, il y a des enquêtes policières importantes sur le Parti libéral. Puis quand ils ont des perquisitions, ils ne disent même pas à la population. Et alors, imaginez-vous si ces gens-là vont être capables de donner suite au rapport de la commission d'enquête quand ils n'en voulaient même pas. Quand eux-mêmes, plusieurs de leurs gens associés au Parti libéral font actuellement face à des accusations criminelles, jusqu'à gangstérisme. La réalité, c'est que l'intégrité puis le Parti libéral, c'est 4. Je les invite sérieusement, après la campagne, à enfin faire le ménage. Parce que ce qu'on a devant nous, prenez une photo de famille du Parti libéral, c'est la même gang. Hier, il y avait une photo sur Canoë. On voyait Jean Charest, le reste en arrière, la même équipe. On voyait Pierre Moreau, Fournier, Samaman, c'était la même équipe, les mêmes qui ont refusé d'agir puis qui ont participé à la présence de la collusion de la corruption au Québec. Donc oui, il y a à répondre de ça. Actuellement, il y a des documents, vous le savez, qui sont devant les... qui sont détenus par les policiers, dont les maisons ont obtenu copie. On parle de 428 000 détenus par le Parti libéral liés à ces enquêtes-là. Donc moi, j'aimerais savoir, M. Couillard, quelle vérification il a faite au Parti libéral? Et une petite chose aussi, là, M. Couillard se présente comme un nouveau chef, c'est l'ancien ministre libéral qui était dans cette équipe-là. Là. C'est que là, lui, là, il est dans la même gang. Il n'y a rien de changé. Là. Il y a plus eu un changement de poids en haut, mais à part de ça, là, lui, quand est-ce qu'il a parlé dans le passé? Quand est-ce s'est-tu prononcé, lui, sur la commission d'enquête? Il aurait pu faire quelque chose? Jamais. C'est que là, c'est le même combat. Le même Parti libéral, le même combat. Non, il est parti travailler à l'étranger. Ouais. Votre question? Peut-être une question, parce que vous avez abordé la question de l'entente. Je ne sais pas à qui l'a posé. Évidemment, c'est surtout juste avec le déclenchement des élections. Vendredi, 4 et 6 heures, on a eu très peu de détails. Ma question est la suivante. Je disais, est-ce que l'entente signée avec Produits forestiers résolus garantit la survie des usines de papier d'Allemagne? Qu'est-ce qu'on peut me dire si, parce que... Oui, c'est le cas. La réponse est oui. C'est oui. Et en plus, la compagnie s'est assurée d'un investissement de 471 millions dans la région. Il y avait deux blocs. Dans les Il y avait installations. un bloc de 400 000 puis un bloc de 460 000. C'était comme, c'est ça, c'était quoi, je ne sais pas lequel. Je vais dire un bloc. C'est-à-dire, il y avait 471 000, mais il n'y avait pas d'entrée. 471 millions. 471 millions, pas 471 000. 471 millions d'investissements dans la région qui assurent les usines qui sont en place actuellement pour les 10 prochaines années. Donc, ça veut dire... Et notre objectif, c'est que à partir de la possibilité forestière, c'est même de profiter des opportunités. Mais, je veux dire, l'exploitation des barrages est reliée à la survie des usines? Exactement. En fait,
On va parler. Passez le microphone comme il faut, qu'on ait chose de société. C'est une preuve concrète que les députés du Parti québécois ont défendu l'industrie forestière, les gens qui travaillent en forêt, mais aussi les papetières. Puis il y avait un enjeu important qui était justement d'assurer la survie de nos usines. Ce que nous avons adopté dans l'entente va encore plus loin que la résolution qui avait été adoptée à la CRE, parce que non seulement on assure le maintien de l'usine de Kenogami, Médalma, mais il y a aussi une disposition pour l'usine de Dolbeau, pour la papetière de Dolbeau, ce qui est une excellente nouvelle. L'entreprise s'engage à maintenir ses activités pour les 3 usines, en plus d'y investir pour les prochaines années 471 millions de dollars. Alors l'enjeu maintenant, là, entre nous, c'est de savoir où on va investir l'argent, où on va rendre nos usines plus productives, où on va créer de l'emploi. Mais là où on est assuré, c'est justement d'avoir ces sommes. C'est 1 demi-milliard qui va être dépensé ici, c'est pas banal. Puis tout ça va créer de l'emploi et assurer la survie de nos usines. C'était une excellente. Mais qu'est-ce qui arriverait si, à cause des marchés, ils devaient fermer une machine à papier? Bien là, ils ont pris l'entente justement de ne pas les maintenir. Après, c'est des dispositions de non-respect des dispositions. Puis ça veut dire qu'à ce moment-là, on rentre dans la section du non-respect. On part du principe que tout le monde va respecter leurs engagements, sinon on ne signerait pas d'entente. Ça a même logique avec Rio Tinto Alcan aussi, où évidemment ce qu'on souhaite, c'est le respect des ententes, parce que le non-respect veut dire pas de nouvelles usines et pas d'investissement chez nous. Nous, on travaille dans une logique où ça va fonctionner. Je peux-tu ajouter un élément? Absolument. Transmettez-moi le son. La prochaine étape, ça va être des roulettes. Oui, non, c'est pas mauvais. Ou vous connectez sur le même micro. Je pense qu'on va se quotidier tout le monde. C'est comme il y avait des services à l'autre. C'est pratique, vous savez comment j'ai travaillé fortement sur également ce dossier-là qu'on est venu résumer sous le vocable Jim Gray. Écoutez, il y a un seul critère qui nous déterminait, contrairement à l'ancien gouvernement, c'est de recevoir de justes investissements en échange de l'exploitation de nos ressources naturelles. C'est la seule chose. Et nous considérons que nous avons obtenu cela. Nous avons réglé ce dossier. Quand on est arrivé, il faut juste se rappeler, quand on est arrivé en septembre 2012, là, on s'est aperçu qu'il n'y avait rien de fait là-dessus. M. Gignac et M. Simard avaient laissé courir le dossier pendant presque 1 an parce que la décision a été prise à la fin de l'année 2011. Alors, dans l'année 2012, il ne s'était rien fait. Alors, on a pris le taureau par les cornes, on a mené ce dossier-là, on a obtenu les investissements dont nous parlions tout à l'heure, dont un élément que je tiens à rappeler parce que j'en suis particulièrement fier, une étude sur la balance de la machine à papier numéro 6, pas nécessairement dans la même production, mais une étude sur une relance d'un nouveau produit à l'usine de Kenogami en remplacement de la machine à papier numéro 6, parce qu'il faut se souvenir que la décision du gouvernement précédent avait été prise à la suite de la fermeture de la machine à papier numéro 6. Je pense que c'est important de se rappeler cet élément-là et cet événement-là. Et pour se dire qu'à la fin, finalement, ce qu'on a obtenu, c'est ça. Donc, c'est très, très, très important. Et le maintien, évidemment, des taxes là, du côté de Saint-David, de Falardeau. Donc, ça, c'est important aussi. Alors, je pense qu'on a travaillé ça correctement. Et tantôt, vous faisiez allusion au fait que l'entente est arrivée quelques jours avant le déclenchement de la campagne, mais c'est arrivé à ce moment-là, parce que c'était vraiment... Vous savez, ces ententes-là, c'est négocié de longue date. À un moment donné, il y a un moment où on signe, puis c'est arrivé là. Alors, c'est comme ça. Mais je pense que la région doit être fière, parce que si un groupe, une formation politique qui tient à obtenir le juste retour des choses en échange de l'utilisation de ces ressources naturelles, c'est bien le Parti québécois. Oui, puis il faut se rappeler que sous le Parti libéral, là, tout le monde était perdant. Là. Il n'y avait rien que des perdants. Il n'y a personne qui gagnait rien, ni les usines, ni les entreprises, ni les travailleurs, ni les municipalités. C'était une entente perdant-perdant. Nous autres, on a travaillé à faire une entente gagnant-gagnant. Je pense que c'est pas mal mieux que perdant-perdant. Merci tout le monde. Merci. Merci.